Alors, avant de commencer, qui a pas eu de plaquette la semaine dernière? On peut les faire passer si on veut. C'est bon, tout le monde en a une? Deux. Ok. Donc, une chose dont je vous parlais la semaine dernière, je vous ai dit, il faut être curieux, aller lire des articles, etc. Mais l'un des problèmes, c'est que les articles intéressants sont en général payants. Il faut bien financer le journalisme, hein, si c'est pas par l'abonnement, si c'est fait par la publicité ou par le rachat par des grands propriétaires industriels. Donc il se trouve qu'avec votre inscription à la faculté, vous avez accès gratuitement à un nombre important de journaux en ligne payants. Alors comment vous pouvez avoir accès? Tout d'abord, vous connectez à l'ENT. Ensuite, vous sélectionnez l'onglet Bibliothèque universitaire. Vous tapez dans la barre de recherche Europresse, comme écrit. Vous allez avoir plusieurs résultats. Vous sélectionnez le premier, où il est écrit base de données proposée Europresse. Vous allez être renvoyé vers un nouveau site, le site Europresse, avec une barre de recherche dans laquelle vous rentrerez le titre de l'article que vous souhaitez lire. Et normalement, sauf certains sites, vous pourrez avoir accès gratuitement à cet article qui à la base vous était interdit si vous n'étiez pas abonné. Donc n'hésitez pas à vous en servir, franchement c'est très pratique. Ça évite de multiplier les abonnements pour avoir des informations. Vous avez énormément de journaux disponibles. Vous avez Le Monde, vous avez Le Figaro, Libération, l'Humanité, bonjour, La Tribune, La Croix, etc. Vraiment, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de sites accessibles, que ce soit de la presse nationale, internationale, même locale. N'hésitez pas à ne pas hésiter. Ça, c'est disponible à la fin des slides du premier chapitre, qui sont disponibles sur Amétis. Donc ceci étant dit, la semaine dernière, nous nous étions arrêtés, si j'ai bien noté, aux difficultés. On s'était arrêté, on avait terminé sur les méthodes de l'économiste. Est-ce que c'est ça? Pardon? On avait commencé ça ou pas? Le 1E, on est allé jusqu'à quoi? Jusqu'à l'identification des causes, les chaînes de cause à effet. C'est ça? Ok. Donc moi, la façon dont je procède, en général, c'est qu'au début de chaque cours, je procède à un petit résumé de ce qu'on a vu lors de la séance précédente, afin qu'on puisse se replonger dans le bain.
et puis afin que vous ayez l'opportunité de poser des questions sur ce qui a été vu la dernière fois. Si vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, ça va être le moment opportun pour poser ces questions. Donc la semaine dernière, on a commencé le cours en se demandant qu'est-ce que c'est que l'économie. Je vous ai dit que l'économie, c'était ce qui allait étudier la façon dont l'être humain satisfait ses besoins en ayant recours à des ressources qui sont rares, qui sont en quantité limitée. On a parlé de la notion de besoin, donc le fait qu'un besoin, c'était un sentiment de manque, un sentiment de désir, le fait d'avoir la sensation de devoir se procurer quelque chose pour être satisfait. On avait distingué besoins de civilisation, qui sont déterminés par la culture, qui sont en nombre illimité, qui sont déterminés également par le progrès technologique, le développement humain, et besoins physiologiques qui sont en nombre limité, qui sont indispensables à la survie de notre espèce. Ensuite, on avait abordé le point selon lequel la nature ne pourvoit pas à la majorité de nos besoins. Et donc ça nécessite de s'organiser, de travailler pour produire des biens et des services. On avait distingué biens libres, disponibles abondamment, gratuitement, sans avoir besoin de travailler, et biens économiques qui, eux, sont en quantité limitée et qu'il faut produire, qu'il faut transformer pour obtenir. On avait parlé des biens économiques et les trois catégories dans lesquelles on pouvait les ranger, le capital, le travail et les matières premières. Ensuite, on avait vu que la rareté des ressources, des biens disponibles imposait des choix, notamment à travers deux angles, le problème de l'allocation des ressources, qu'est-ce qu'on produit, en quelle quantité, comment, et le problème de la répartition des ressources, à qui vont les biens et les services qu'on produit, et à qui va l'argent. Ensuite, on s'était arrêté sur la question de comment définir la science économique. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention, le mot économie est un mot qui pouvait avoir plusieurs sens, qui pouvait à la fois définir ce qui se passe dans le monde réel, mais également la science qui étudie ces phénomènes-là. Donc il fallait faire attention dans l'emploi de ce mot. On avait vu qu'il y avait plusieurs paradigmes qui existaient, qui coexistaient au sein de la science économique. Je vous ai notamment cité le paradigme libéral et le paradigme radical. Également qu'on pouvait définir la science économique également par rapport au champ qui était étudié. On avait parlé de la production, des échanges, de la consommation. Aussi par une certaine approche de la valeur, de quelle est la source de la valeur économique, la valeur utilité, la valeur travail sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. On s'était interrogé sur le rôle de l'économiste, rôle qui était de produire des lois en cherchant des régularités dans les phénomènes économiques. On avait vu que les économistes mobilisaient deux approches différentes pour arriver à produire des connaissances. L'approche inductive en 4 étapes, on collecte des données, on les analyse, on les trie, on les met en relation, on produit un modèle, une théorie qui va nous donner des prédictions, et on confronte les prédictions à ce qu'on observe. Et l'approche hypothético-déductive, 4 étapes également, on fait une hypothèse de base, on produit une théorie autour de cette hypothèse avec des prédictions, on collecte des données et on compare les données et les prédictions. On avait parlé de Karl Popper et de son principe de réfutation. Une théorie est fausse si ses prédictions ne sont pas conformes à ce qu'on observe dans les données. Et du principe de corroboration provisoire, c'est pas parce qu'une théorie colle aux données qu'on observe qu'elle est vraie à jamais. On dit qu'elle est vraie pour l'instant. Puis on avait abordé les méthodes utilisées quotidiennement par les économistes, oui. La formalisation. Donc la formalisation, c'était l'une des méthodes des économistes. La formalisation, c'est quelque chose qui consiste à faire un schéma, une version simplifiée du monde, dans laquelle on va être très précis dans les termes qu'on utilise, dans les relations, les
les interrelations qu'il y a entre les différentes variables. Et ensuite, on va faire tourner ce petit monde, cette version simplifiée du monde, afin d'obtenir des prédictions sur la façon dont les variables vont évoluer, qu'on pourra comparer aux données. C'est bon? Donc ça, c'était le premier outil utilisé par les économistes. Je vous ai également parlé de l'économétrie. Économétrie, donc c'est le fait de quantifier des phénomènes observables afin de produire des données qui vont nous servir à être comparées avec les prédictions des modèles. Et puis on avait commencé, mais pas terminé, les difficultés rencontrées par l'économiste. Donc on avait abordé la question du fait que l'économie était une science humaine, basée sur des comportements humains qu'on n'arrivait pas à comprendre dans leur intégralité, donc il fallait faire des hypothèses simplificatrices. Le problème de l'expérimentation, le fait que les résultats d'expérience dépendent du contexte dans lequel on les met, de l'époque, du pays. Le fait qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres comme on le voudrait en sciences humaines, et la question de l'éthique. Et enfin, on s'est arrêté sur les relations causales, la difficulté d'établir des chaînes de cause à effet dans les phénomènes économiques. Avant qu'on reprenne, est-ce qu'il y a des questions, des besoins d'éclaircissement, des réflexions sur ce qu'on a vu la dernière fois, où est-ce qu'on démarre? Oui? Ça, c'est le chapitre 1 ou l'introduction, peu importe comme vous voulez. Mais on est encore dans l'introduction là. Donc s'il n'y a pas de questions, eh bien on va reprendre où on s'est arrêté avec le dernier point de difficulté rencontré par les économistes. J'ai nommé le problème de la neutralité de l'économie. La difficile place de la neutralité pour l'économiste et en sciences humaines de façon générale pour vous. Est-ce qu'un économiste est impartial, est objectif? Est-ce qu'on attend de lui ou d'elle qu'il le soit? Question difficile. De fait, les sujets qu'on traite en économie sont des sujets hautement politiques. On parle de pauvreté, on parle de chômage, on parle d'échanges entre les pays, on parle de la façon dont on produit, on parle d'environnement, de pollution. Autant de sujets qui sont à longueur de temps débattus par la classe politique, par les personnes sur les plateaux télé, et même entre nous, dans la société. Le problème, c'est que les économistes sont des êtres humains. Et comme tout à chacun, les économistes ont un vécu, ont des expériences, ont des préjugés, des a priori. Sur ces mêmes sujets qui vont être traités en économie. Et donc, il y a une place pour la subjectivité dans l'esprit de l'économiste. Nécessairement. C'est le principe d'un être humain que d'être subjectif. Donc comment faire? Eh bien, vous allez avoir deux approches qui vont se distinguer l'une de l'autre pour répondre à cette question. Tout d'abord, vous allez avoir ce qu'on appelle l'approche positive. L'approche positive, ou encore
sur le positivisme. L'approche positive-positivisme, c'est la même chose. C'est une doctrine philosophique développée par Auguste Comte. Vous voyez dans le fond? C'est bon? Okay. Donc c'est une doctrine philosophique développée par Auguste Comte qui consiste à dire l'important, ce sont les faits. Les faits, rien que les faits, toujours les faits. Avec l'approche positive, on ne doit que tenter de décrire le réel. On ne juge pas ce qui se passe. On n'émet pas de jugement, de valeur, d'opinion sur ce qui se passe, sur ce qu'on observe. On tente simplement de décrire ce qui se passe. C'est tout ce qui est important. Ça, c'est l'approche positive. On fait des hypothèses sur ce qui se passe. On peut utiliser l'approche inductive, on peut utiliser l'approche déductive, peu importe. On émet des théories qu'on compare aux faits. Principe de réfutation si jamais ça ne colle pas, principe de corroboration provisoire si jamais ça colle. Mais ce qui compte, c'est de décrire, c'est pas de juger. Et puis vous avez une autre approche qui s'appelle l'approche normative. L'approche normative, on ne va pas s'attacher à dire ce qui est, on va s'attacher à dire ce qui devrait être. Autrement dit, on ne va pas essayer de décrire le monde, on va essayer de trouver quel est le meilleur des mondes. Et ça implique nécessairement de juger, de faire des classements, d'avoir un jugement de valeur sur les choses. Par exemple, si je veux réfléchir à la question des sans-abri en France, approche positive, je ne juge pas, je décris ce qui se passe. Donc je sais qu'il y a à peu près 400 000 sans-abri en France selon la Fondation Abbé Pierre. Je vais essayer d'enquêter pour savoir pourquoi ces personnes sont sans abri, qu'est-ce qui leur est arrivé, savoir qu'est-ce que ça signifie pour leur quotidien, pour leur vie, en termes économiques, en termes sociaux, en termes relationnels. Je vais simplement faire ça, essayer de voir s'il n'y a pas des mécanismes, des phénomènes dans la société qui expliquent qu'on a autant de sans-abri dans le pays. Mais c'est tout ce que je vais faire. Approche normative, là par contre je vais dire, écoutez, je pense qu'une société est meilleure s'il n'y a pas de sans-abri en son sein. C'est un jugement de valeur. Je dis ça c'est mieux que ça. Je vais pouvoir le défendre en argumentant, en présentant des idées pour lesquelles je pense ça. Mais d'autres personnes vont pouvoir argumenter l'inverse. Alors tiens, je pense qu'une société est mieux s'il y a des sans-abri que s'il n'y en a pas. On va pouvoir argumenter différents classements, mais on n'a pas de moyen de trancher de façon absolue entre les différentes alternatives qu'on présente. Je ne peux pas faire une expérience scientifique pour démontrer par A plus B qu'une société est meilleure s'il n'y a pas de sans-abri. Ce n'est pas possible. Donc on va avoir du jugement de valeur, on va avoir des arguments qui vont s'opposer, mais on va classer les choses, mais on ne va pas pouvoir démontrer dans l'absolu la vérité, la supériorité d'une idée sur une autre. Donc on va se poser dans l'approche normative des questions telles que les hommes se sont posés depuis des milliers d'années sur la justice, c'est quoi la justice? Sur l'égalité, qu'est-ce qui est égal, qu'est-ce qui est inégal? Des réponses qui ont évolué au fur et à mesure du temps et des lieux, mais auxquelles on n'a toujours pas trouvé la bonne réponse.
Et donc forcément, dans cette approche, il y a une part de subjectivité. Contrairement à l'approche positive qui se veut objective puisqu'on s'attache à décrire le réel, là, ici, on classe les différentes alternatives, on réfléchit à quel est le meilleur des mondes, forcément, il y a une place pour la subjectivité. C'est pas grave. Simplement, il faut l'assumer, il faut être conscient de ça, il faut être clair là-dessus. Il y a de la subjectivité, ça arrive, comme tout à chacun, mais ça n'empêche pas pour autant d'avoir une production d'idées, de réfléchir à la justice, de réfléchir à l'égalité, et d'avoir des œuvres très intéressantes là-dessus. Donc voilà les deux approches qui vont s'opposer dans cette question sur la neutralité de l'économiste. Donc pour finir cette première partie sur qu'est-ce que l'économie, on va parler des différents niveaux d'analyse économique. Différents niveaux auxquels on utilise l'économie pour comprendre certains phénomènes. Le premier d'entre eux, c'est le niveau microéconomique. Donc la microéconomie. En microéconomie, on va s'intéresser au comportement individuel. On va s'intéresser à ce que font des unités individuelles. Par exemple, un consommateur, une travailleuse, un producteur, une banque, une unité individuelle. On va s'intéresser à la façon dont se comporte cette unité individuelle, aux décisions qui sont prises par cette unité individuelle, comment ces décisions sont prises, quels sont les facteurs de cette décision, les facteurs qui influencent cette décision, quels sont les choix faits. Voilà ce à quoi on va s'intéresser en microéconomie. Et notamment, la microéconomie, c'est ce qui va nous occuper pendant ce semestre. On va revenir dessus, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que l'une des hypothèses concernant ce comportement des individus, c'est que l'individu a un comportement qu'on appelle optimisateur. L'individu optimise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque unité individuelle cherche à être dans la meilleure situation pour lui ou pour elle. La meilleure situation. Donc chaque individu cherche à être dans la meilleure situation possible. Je dis bien dans la meilleure, c'est pas la même chose que simplement être satisfait, être bien, se sentir à l'aise. Non, c'est être dans la meilleure situation possible. Atteindre son optimal individuel. C'est pour ça qu'on parle de comportement optimisateur. Donc ça, la microéconomie, on va en reparler. Également, vous avez la macroéconomie. La macroéconomie, donc ça, la macroéconomie, vous verrez ça au deuxième semestre. La macroéconomie, on ne va pas s'intéresser au comportement individuel, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau global. Globalement, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Alors, comment on va procéder? On va utiliser ce qu'on appelle des agrégats. Des agrégats, ce sont des indicateurs qu'on construit. Par exemple, le PIB est un agrégat. Le produit intérieur brut, c'est la somme des valeurs ajoutées produites en un an sur un territoire par toutes les entreprises du pays. Ça, c'est un agrégat. Vous avez le taux de chômage au niveau national, c'est également un agrégat. Le taux de pauvreté, l'investissement, la consommation, tout ça, ce sont des
ces agrégats. Et en macroéconomie, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelles sont les relations entre ces différents agrégats. Si la consommation augmente, est-ce que le PIB augmente? Si oui, de combien de pourcents? On va voir les relations entre ces différents agrégats. Si l'investissement augmente, est-ce que le taux de chômage diminue? Voilà les questions qu'on va se poser, voilà les relations qu'on va essayer de tisser en macroéconomie. Et puis enfin, vous avez un autre niveau qui est moins important, mais il faut le citer quand même. Vous avez ce qu'on appelle la mésoéconomie. La mésoéconomie, c'est un niveau intermédiaire entre la microéconomie et la macroéconomie. On n'étudie pas le comportement individuel comme en microéconomie. On n'étudie pas ce qui se passe au niveau global comme en macroéconomie. On étudie ce qui se passe entre les deux. Donc en l'occurrence, par exemple, ce qu'on va étudier, c'est ce qui se passe au niveau d'un secteur d'activité en particulier. Qu'est-ce qui se passe dans le bâtiment, par exemple? Au niveau d'une branche, au niveau d'une filière. La mésoéconomie, c'est ce niveau intermédiaire qui montre que ce n'est pas toujours si évident de faire de la distinction entre la microéconomie, la macroéconomie. Il y a une certaine porosité. Bon, la mésoéconomie n'est pas un niveau très mobilisé aujourd'hui en recherche. Ça existe, mais ce n'est pas le principal. Aujourd'hui, vraiment, la microéconomie, la macroéconomie, surtout la macroéconomie d'ailleurs, très en vogue. Ça, ce sont les deux niveaux d'analyse principaux en économie. Donc, pour résumer ce qu'on a vu dans cette première partie sur qu'est-ce que c'est que l'économie. L'économie, c'est ce qui va étudier la façon dont l'espèce humaine satisfait ses besoins à partir de ressources limitées, rares. Ces ressources limitées, rares, il va falloir se les procurer, il va falloir les transformer, il va falloir travailler, s'organiser afin de produire des biens et des services. L'espèce humaine va devoir s'organiser, travailler pour produire des biens et des services afin de combler ses besoins. L'espèce humaine va également être confrontée à des choix, étant donné la rareté des ressources. Les choix en ce qui concerne qu'est-ce qu'on produit, comment, en quelle quantité, autrement dit l'allocation des ressources, ou à qui vont aller les biens qu'on a produits, les services qu'on a produits, à qui va aller l'argent, autrement dit la répartition des ressources. Donc l'espèce humaine va devoir faire des choix. Donc ça, c'est ce qu'on va étudier en économie. Alors il y a plusieurs choses qui coexistent en économie. Dans la science économique, il y a différents paradigmes. Paradigme libéral, paradigme radical, il y a différents champs d'études. Il y a différentes visions, notamment par rapport à la valeur. L'économie n'est pas une science purement unifiée. Il y a des choses qui s'opposent, qui coexistent en elle. Tout cela, ça vient des difficultés liées au caractère humain de l'économie qu'on a pu aborder. Le fait que l'expérimentation est quelque chose qui est difficile de mettre en place. Et donc,
il est difficile de trancher entre les différents paradigmes, de trancher entre les différentes approches. Mais le but, ça va être toujours d'avancer, d'essayer de produire des connaissances, d'essayer de produire du savoir, malgré ces difficultés, d'essayer de comprendre ce qui peut se passer dans le monde, mais également parfois d'essayer de savoir comment on peut améliorer le monde. L'important étant de se demander quels sont les objectifs alors à atteindre. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première partie de notre introduction. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on aborde les grands courants de la pensée économique? Oui. Les agrégats? Les agrégats, ce sont des grandeurs qu'on construit en mesurant ce qui se passe dans le monde. Donc par exemple, le PIB, ça va être la somme de la valeur ajoutée produite par les entreprises. C'est un agrégat. On prend les valeurs ajoutées, on mesure ça au niveau de chaque entreprise, et on somme ça pour obtenir le PIB. Ok? D'autres questions? Non? Eh bien maintenant, observons ce qu'il s'est passé dans l'histoire. Comment la pensée économique, la science économique a évolué. Quelles ont été les idées qui se sont développées à un moment, qui se sont imposées, puis qui ont peut-être disparu. Quels ont été les penseurs qui ont participé à faire évoluer la science économique. On va distinguer trois grands courants, trois courants majeurs de la science économique. Premier courant, le courant libéral. Courant libéral qui est le courant fondateur de la science économique et qui est encore aujourd'hui le courant le plus répandu. Également, on va parler du courant radical. Le courant radical, c'est le courant qui a été créé par Marx, développé par les personnes qui vont le suivre intellectuellement. Mais voilà, quand on parle du courant radical, on parle de la pensée de Marx, et puis de ce qu'on appelle les marxistes. On parle également parfois des marxiens, c'est pas forcément la même chose. Et enfin, le troisième courant qu'on peut noter, c'est le courant keynésien. Alors, keynésien, fondé par Keynes, et développé également par d'autres personnes qu'on appelle les keynésiens. Alors, on verra, on aura les néo-keynésiens, par exemple. Donc voilà les trois grands courants majeurs qu'on va étudier dans cette partie. Rapidement, je vais vous présenter des courants qu'on a pu observer avant l'arrivée du courant libéral. On les appelle les pré-classiques. On va en parler rapidement parce que ce ne sont pas forcément des courants qui ont marqué, qui ont donné lieu à une reprise de leurs idées, de leurs travaux par la suite. Donc tout d'abord, dans ces pré-classiques, on va parler des mercantilistes. Les mercantilistes, ou on dit le
mercantilisme. Alors, les mercantilistes, c'est pas un courant unifié dont tous les auteurs apportent les mêmes réponses aux mêmes questions. Mais on remarque des idées communes, donc on considère que c'est un courant. Il est développé au cours du milieu du XVe siècle et va exister jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, grossièrement. Donc du milieu du XVe siècle au milieu du XVIIIe siècle, on va avoir le mercantilisme. Les mercantilistes, oui. C'est du XVe siècle à quand? Au milieu du XVIIIe. Donc les mercantilistes se posent une question principalement. Comment un État peut-il s'enrichir? Comment un État peut-il faire pour s'enrichir? Ça, c'est la question principale des mercantilistes. Et ils vont apporter une réponse qui est celle de dire un État s'enrichit en exportant plus de marchandises qu'il n'en importe. Un État va s'enrichir, va accumuler des richesses en vendant plus de biens à l'étranger qu'il n'achète de biens à l'étranger. L'idée est la suivante, c'est que si je vends plus de biens que je n'en achète, si j'exporte plus que je n'importe, j'ai plus d'or qui rentre que d'or qui ne sort de mes comptes. Et fatalement, j'ai la richesse qui monte. Les mercantilistes vont avoir une vision du commerce international qui est de dire le commerce international est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Chez les mercantilistes, ce que je dépense, c'est ce que les pays étrangers gagnent. Ce que les pays étrangers dépensent, c'est ce que moi je gagne. Il y a une équivalence entre ces deux choses-là. C'est ça qu'on appelle un jeu à somme nulle. C'est ce que les autres gagnent, moi je le perds, ce que je gagne, les autres le perdent. On va voir que ce n'est pas une vision qui sera partagée par tout le monde par la suite. Oui. Donc, un jeu à somme nulle, c'est quand on dit ce que, par exemple, admettons qu'on fasse un jeu tous les deux. On joue au poker. L'argent que vous gagnez, c'est l'argent que j'ai perdu. Et l'argent que vous perdez, c'est l'argent que je gagne. C'est un jeu à somme nulle. Au final, il y a une équivalence entre ces deux choses-là. Eh bien, au niveau du commerce international, c'est la même chose. C'est dire, ce que les pays étrangers dépensent, c'est ce que moi, je vais récupérer dans mes caisses. Et ce que moi, je dépense à l'étranger, c'est ce que ces pays étrangers vont récupérer dans leurs caisses. Ok? Donc c'est ça qu'on appelle un jeu à somme nulle. Ça, c'est une vision du commerce international qui sera remise en cause par la suite par les classiques. Donc quelles vont être les politiques publiques prônées par les mercantilistes? Donc le but, c'est d'exporter plus qu'on importe. Donc ils vont prôner ce qu'on appelle du protectionnisme, c'est-à-dire désinciter à l'importation en mettant par exemple des droits de douane. Si vous mettez des droits de douane, les produits étrangers deviennent plus chers, donc vous êtes moins incité en acheter. Donc décourager l'importation, encourager l'exportation. Comment? En développant l'industrie nationale, en créant de grandes entreprises nationales qui vont être puissantes, ce qu'on appelle des champions nationaux, qui vont pouvoir plus facilement aller faire concurrence aux autres entreprises. Oui. Donc je disais, décourager l'importation, notamment en mettant des droits de douane afin de renchérir les produits étrangers,
et encourager l'exportation en développant l'industrie nationale et en créant des champions nationaux de très grandes entreprises qui vont être puissantes et qui vont pouvoir aller se battre à l'international pour exporter leurs produits. Également, les mercantilistes vont prôner l'expansion coloniale. Pour quelle raison? Si vous agrandissez votre territoire, vous augmentez les ressources dont vous disposez. Ces ressources, c'est des choses que vous n'avez pas besoin d'acheter à l'étranger, donc vous diminuez vos importations. Et c'est des choses que vous pouvez vendre aux autres pays, soit sous la forme des matières premières, soit sous forme transformée en produits qui valent plus cher. Donc, vous augmentez votre exportation. Mais je comprends pas, c'est un peu contradictoire. Ils veulent instaurer des frais de douane pour décourager l'import. Ouais. Mais par contre, ils font des champions pour exporter. Donc c'est un peu à sens unique les échangements. Ah bah c'est le but, hein, c'est d'accord. moi je deviens riche en vous appauvrissant. D'accord. Okay. Donc effectivement ça crée une compétition et des tensions. Il y a une question aussi? Non, j'ai vu un bracelet. Donc oui, effectivement, c'est le protectionnisme, c'est quelque chose qui est dénoncé encore aujourd'hui. C'est de dire, oui, mais tout le monde du coup est égoïste, et c'est un peu la lutte de tous les pays contre tous les autres. Donc l'expansion coloniale, également prônée par les mercantilistes. Alors, on peut citer comme penseur de ce courant vous avez Colbert, qui a été ministre sous différents têtes couronnées en France. Montchrétien, et Boisdin, qui eux sont des auteurs qui ont beaucoup participé au développement de ces idées, des réponses apportées à cette question, comment un État devient plus riche. Donc ça, c'est le premier courant des préclassiques qu'on peut citer, des mercantilistes. Maintenant, parlons un peu des physiocrates. L'autre courant qu'on peut citer comme précurseur, alors les physiocrates, contrairement aux mercantilistes, les physiocrates sont un courant unifié. Ils suivent tous les travaux d'un auteur principal qui s'appelle Quesnay. C'est un courant unifié qui suit les travaux de Quesnay, qui va exister au cours du XVIIe siècle. Oui. Un courant unifié. Le but des physiocrates, c'est d'avoir une approche scientifique du fonctionnement de l'économie. Ça va être le premier courant à dire dans l'économie quelque chose qu'on peut étudier scientifiquement. Notamment, ce que les physiocrates vont postuler, c'est que la source de la richesse, c'est la nature. C'est la nature qui produit les choses gratuitement et qui donc est à la base de la richesse. Autrement dit, c'est la terre. La terre dans laquelle on plante ou qui permet de nourrir le bétail, qui est la source de la richesse. Les physiocrates vont également distinguer trois classes dans la société. Ils vont dire, il y a les agriculteurs, il y a
propriétaires fonciers et il y a les artisans. Agriculteurs, propriétaires fonciers, artisans. Voici les trois classes que distinguent les physiocrates. Et ils vont avoir une analyse en circuit entre ces trois classes. C'est quoi la dernière classe? Les artisans. D'accord. Agriculteurs, propriétaires fonciers, artisans. Donc l'analyse en circuit, quelle est-elle? À la base, les agriculteurs récoltent la richesse. Ce sont les agriculteurs qui travaillent la terre, ce sont eux qui récoltent ce qui a été semé et qui donc récoltent la richesse, le revenu donné par la nature. Les agriculteurs récoltent la richesse, récoltent le revenu. Ensuite, les agriculteurs vont devoir payer une rente, vont devoir verser de l'argent aux propriétaires des terres, les propriétaires fonciers. Ce sont les propriétaires fonciers qui possèdent la terre sur lesquelles travaillent les agriculteurs. Donc les agriculteurs doivent leur payer une rente, doivent leur verser une certaine somme d'argent. Grâce à cette rente, les propriétaires fonciers peuvent acheter à manger de la nourriture aux agriculteurs. Ils vont également acheter des objets aux artisans. Donc les agriculteurs versent une rente aux propriétaires fonciers qui se servent de cette rente pour acheter à manger aux agriculteurs et pour acheter des objets aux artisans. Les agriculteurs vont également acheter des objets aux artisans. Par exemple, ils vont leur acheter des faux, ils vont acheter des charrues, travailler la terre. Pas que. Mais les agriculteurs vont également acheter des objets aux artisans. Et donc finalement, les artisans, ayant reçu de l'argent de la part des propriétaires fonciers et de la part des agriculteurs, vont pouvoir acheter de l'argent à manger aux agriculteurs. Et donc de cette façon, les physiocrates définissent un circuit au sein de l'économie, suivent les mouvements d'argent entre les trois classes. Ce sont les premiers à le faire. Et cette idée de circuit, on va la retrouver notamment chez Keynes plus tard. Donc voilà en ce qui concerne les préclassiques. Ce sont des courants qui se sont développés au cours du Moyen-Âge. Mais maintenant, on va aborder les auteurs qui ont fondé la science économique, qui sont considérés comme les fondateurs de la science économique. On va parler des classiques. Alors les classiques, on considère que les classiques, oui. Pardon? Non, vous avez trois grands courants, les libéraux qui vont être les classiques et les néoclassiques, le courant radical avec Karl Marx et le courant keynésien avec Keynes, et les préclassiques, il y a deux courants, les mercantilistes et les physiocrates. Donc les classiques, on considère que ce n'est pas un courant de pensée unifié. C'est un courant dans lequel on va retrouver différents auteurs
sont pas tous d'accord entre eux sur les réponses à apporter à certaines questions. C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un courant unifié. Mais c'est un courant de pensée quand même parce qu'on a des bases communes qu'on va retrouver chez les uns et les autres. Donc les questions qui vont se poser pour les classiques, on peut citer quelle est la source de la richesse? D'où provient la richesse? Également, quelle est la source de la valeur économique? La richesse, quelle est la source de la valeur économique? Quelle est la place de l'État? Voici trois grandes questions que les classiques vont aborder et auxquelles les réponses ne vont pas nécessairement toujours être les mêmes selon les auteurs. Et pour commencer, on va parler d'Adam Smith. Alors, à partir de maintenant, quand je vais parler d'un auteur, je vais vous faire une petite biographie. Cette biographie, on n'attend pas forcément de vous que vous la connaissiez par cœur, on n'attend pas de vous que vous connaissiez la vie des auteurs qu'on étudie. Moi, je la fais pour votre culture et je la fais également pour situer un petit peu les personnes qu'on présente. Donc, vous la notez pas, vous faites comme vous voulez, ça vous voit. Donc, Adam Smith. Alors, qui est Adam? Adam est né en 1723 et est mort en 1790. Il fait partie de ce qu'on appelle le courant de pensée des Lumières. Adam est un philosophe des Lumières. Il est écossais. Donc il va faire partie des Lumières écossaises. Les Lumières, hein, c'est ce courant de pensée qui s'est développé à partir du 15e, 16e siècle, et dans lesquels s'inscrivent Rousseau, Voltaire, par exemple. On parle des Lumières françaises, on parle des Lumières anglaises, mais on parle également des Lumières écossaises, et Adam fait partie des Lumières écossaises. Alors, avant de s'intéresser à l'économie, il est professeur de philosophie morale à l'université de Glasgow, et il enseigne également la logique. Et puis, en 1776, il va sortir un ouvrage qui va être considéré comme l'ouvrage fondateur de l'économie politique, qui deviendra plus tard la science économique. Ouvrage qui s'appelle Recherche sur les causes, recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc ça, c'est l'ouvrage qu'on considère comme étant l'ouvrage fondateur de la science économique, fondateur de l'économie telle qu'on la perçoit aujourd'hui. Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. 1776. La richesse des nations. D'ailleurs, on abrège en général en disant la richesse des nations. Donc voilà qui est Adam. Alors quelles sont les idées développées notamment dans ce livre? Tout d'abord, la réponse à la question quelle est la source de la richesse. Pour Smith, la source de la richesse,
c'est le travail. C'est le travail qui est la source de la richesse. Pourquoi? Smith fait le constat que tout ce qu'on va consommer dans un pays, tout ce qu'on va utiliser, tout ce qu'on va acheter, tout ce qu'on va échanger, tout ce qui va nous permettre de satisfaire nos besoins, tout cela est le fruit du travail des autres. La maison dans laquelle je vis, ou l'appartement dans lequel je vis, c'est pas moi qui l'ai construit. Il y a des charpentiers qui ont fait la charpente, maçons qui ont fait les murs, un plombier qui est venu installer la plomberie, un électricien, l'électricité, etc., etc. Donc tous les biens qu'on utilise sont le fruit du travail des autres. Donc ce qui fait qu'on est riche ou non, c'est la quantité de travail qu'on est en mesure d'acheter, qu'on est en mesure de commander. Plus j'achète du travail des autres, plus je suis riche. Parce que plus j'ai de biens. C'est ça la distinction entre quelqu'un de riche et quelqu'un de pauvre pour Adam Smith. Le riche peut acheter beaucoup de travail des autres, le pauvre ne peut pas acheter beaucoup de travail des autres. Oui. Alors, Marx a une analyse différente. C'est vrai que les termes peuvent ressembler, mais on verra que ce n'est pas tout à fait la même logique chez nous. Donc, la source de la richesse, c'est le travail. Mais quelle est la source de la valeur? Smith va distinguer deux types de valeurs. La valeur d'échange et la valeur d'usage. Valeur d'échange d'une part, valeur d'usage d'autre part. La valeur d'usage, qu'est-ce que c'est? Quand j'utilise un bien ou un service, ça satisfait certains de mes besoins. Ça me procure donc du bien-être, une certaine utilité, une certaine satisfaction. J'ai un usage du bien ou du service qui me procure une certaine satisfaction. Et bien ça, c'est la valeur d'usage de ce bien. En l'utilisant, j'obtiens de la satisfaction. Mais cette valeur d'usage, elle peut changer d'un individu à l'autre. Elle est subjective. Un même plat ne va pas forcément être apprécié de la même façon par tout le monde. Ça dépend des goûts et des couleurs. Donc cette valeur d'usage, elle est subjective, elle change d'un individu à l'autre. Donc ça, d'un côté, la valeur d'usage subjective dépend des individus. De l'autre, vous avez la valeur d'échange. La valeur d'échange, elle, est beaucoup plus objective pour Smith. Parce que la valeur d'échange, qu'est-ce que c'est? C'est la quantité de travail que je peux obtenir en échange d'un bien, d'un service. C'est ça la valeur d'échange. C'est la quantité de travail que je peux obtenir en échange d'un bien ou d'un service. C'est la valeur d'échange du bien. Et donc cette valeur, elle est objective, elle ne dépend pas des gens. Donc deux types de valeurs, valeur d'usage, valeur d'échange. Maintenant la question qui se pose, c'est quelle est, entre ces deux valeurs, la valeur économique du bien? Quel type de valeur s'impose sur l'autre?
Et pour répondre à ça, Smith va développer un paradoxe qu'on appelle le paradoxe de l'eau et du diamant. Le paradoxe de l'eau et du diamant. Smith nous dit, c'est bizarre. On a l'eau, c'est essentiel l'eau, c'est très utile. Pourtant, ça vaut rien. Je ne peux pas acheter beaucoup de travail si j'échange 1 litre d'eau. L'eau a une grande valeur d'usage, mais une très faible valeur d'échange. Par contre, un diamant, ça sert à rien. Pourtant, ça coûte très cher. Si j'échange un diamant, je peux obtenir beaucoup de travail. Le diamant a une faible valeur d'usage et une grande valeur d'échange. Donc, le paradoxe de l'eau du diamant, l'eau c'est très utile, mais ça coûte rien. Le diamant ça sert à rien, et ça coûte cher. Alors, quelle est la source de la valeur des choses, la valeur économique? Et Smith va y répondre en disant, d'après ce paradoxe, ce qui compte, c'est la quantité de travail. Ce qui compte, c'est la quantité de travail. C'est ça la valeur économique des biens. C'est la quantité de travail qui a été nécessaire à la production du bien. L'eau, pour l'obtenir, une fois qu'on a trouvé une source, on prend un seau, et puis on ramène ça au village. Il n'y a pas besoin de beaucoup de travail. Le diamant, par contre, il faut trouver une mine, il faut la forer, il faut extraire le diamant, il faut le travailler, le polir, pour faire en sorte qu'il soit beau. Ça demande beaucoup de travail. Donc c'est ça la source de la valeur économique des biens, c'est la quantité de travail nécessaire à la production du bien ou du service. Voilà comment Smith répond à cette question, quelle est la valeur économique des choses? La valeur économique des choses, c'est le travail qui a été nécessaire à leur production. Smith est également célèbre pour une autre idée qu'on peut parfois entendre utiliser dans les médias, c'est l'idée de la main invisible, le concept de la main invisible. Alors, qu'est-ce que c'est que la main invisible? La main invisible, c'est quelque chose qui dérive de l'analyse du fonctionnement de l'économie par Smith. La main invisible, c'est quelque chose que Smith développe, quelque chose à laquelle il conclut suite à son analyse du fonctionnement de l'économie. Alors, quelle est cette analyse? Tout d'abord, Smith postule que les individus sont égoïstes. Chaque personne ne pense qu'à son propre bien-être. Ça, c'est l'un des postulats de base de Smith. Les gens sont égoïstes, ne pensent qu'à eux, ne se soucient que d'eux. Ils n'ont absolument aucun intérêt dans le bien-être des autres. Absolument aucun intérêt dans le bien-être de la société. Ça, non. Pour Smith, les individus sont égoïstes et guidés seulement par leur intérêt personnel. De ce fait, étant donné que chacun ne pense qu'à soi, nous sommes tous en concurrence les uns avec les autres. On est en concurrence pour obtenir des biens, pour obtenir des services, pour les vendre. Nous sommes tous en concurrence. On est en concurrence pour obtenir
le dernier iPhone, on est en concurrence pour vendre notre travail. Ainsi vont les choses. Et dans cet environnement en concurrence, les individus vont notamment être guidés par les prix des choses, les prix des biens et des services. C'est-à-dire que si vous avez un bien qui coûte cher, j'ai intérêt personnellement à produire ce bien, plutôt qu'un bien qui ne coûte pas cher. Ça me rapportera plus d'argent. Donc j'ai intérêt personnellement à produire les biens qui coûtent le plus cher. Ça, c'est la même logique pour tout le monde. Donc au final, on va être en concurrence pour produire ces biens qui coûtent cher. Mais pourquoi un bien coûte cher? Pourquoi le prix d'un bien est élevé? Parce que il y a une forte demande en face. Si le prix d'un bien est élevé, c'est parce que beaucoup de personnes le veulent. Beaucoup de personnes veulent l'acheter. La demande est plus forte que l'offre. Ça, c'est ce que stipule la loi de l'offre et de la demande. Sur un marché en concurrence, le prix des biens est déterminé selon la loi, selon l'offre et selon la demande. Selon la confrontation de l'offre et de la demande. Quand vous avez l'offre qui est supérieure à la demande, on produit plus d'un bien que la quantité que les gens sont prêts à acheter. Il y a trop de biens par rapport à ce que les gens souhaitent acheter, le prix va donc baisser. Quand la demande est supérieure à l'offre, tout le monde se bat pour obtenir les quelques biens disponibles, donc le prix augmente. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, je vous ai dit, si un bien a un prix élevé, on a tous intérêt à produire ce bien. Dans le même temps, si un bien a un prix élevé, ça veut dire que beaucoup de personnes le souhaitent. Beaucoup de personnes veulent l'acheter. Donc, au final, en étant guidé par les prix, alors qu'on est tous simplement guidés par notre volonté égoïste, on aboutit à produire ce que la société veut. On produit les biens qui sont les plus demandés, parce que c'est ceux qui vont avoir les prix les plus élevés et qui vont donc nous inciter à produire ces biens. Et puis on ne produit pas les biens que personne ne veut, parce que ce sont ceux qui ont les prix les plus bas, donc on se détourne de leur production. Donc alors qu'on est tous guidés par notre intérêt personnel, on aboutit à cette forme d'harmonie sociale, au fait qu'on produise ce que la société veut. Et cette coïncidence, cette espèce de magie, c'est ça que Smith appelle la main invisible. Le fait qu'à partir de comportements purement individuels et purement égoïstes, on aboutisse à cette forme d'harmonie sociale, à suivre ce qui est bon pour l'intérêt général. Pour Smith, c'est comme si il y avait eu une main invisible qui avait guidé les individus dans des actions qu'ils ne comptaient pas faire à la base. À la base, les individus souhaitent juste faire ce qui est bon pour eux, mais au final, à travers ce mécanisme de prix, ce mécanisme de marché, ils finissent par faire ce qui est bien pour la société. Donc c'est comme s'il y avait une main invisible qui les avait guidés. C'est ça la main invisible chez Smith. Également, un
des autres concepts, une des autres idées développées par Smith, c'est l'analyse de la division du travail. Smith nous dit que le concept de la division du travail. La division du travail, chez Smith, c'est le fait que si on divise la production d'un objet en plein de petites tâches simples, effectuées par différentes personnes, on va au final produire beaucoup plus que s'il y a une seule personne qui s'occupe de la production de l'objet du début à la fin. Donc c'est la division du travail. C'est le fait que si on divise tout le travail nécessaire pour produire un bien en plein de petites tâches simples, on produit plus que s'il y a une personne qui fait tout le travail du début à la fin. Smith prend l'exemple de la fabrication d'un trombone. Pour fabriquer un trombone, il faut une ligne de fer, il faut extraire le fer, il faut le transporter, il faut le faire fondre selon la forme désirée, et il faut le vendre. Ce qu'il nous dit, c'est que si on a une personne qui est en charge de l'extraction, une personne en charge du transport, une personne en charge de la fonte, une personne en charge de la vente, on produira et on vendra beaucoup plus de trombones que si on a une seule personne qui fait tout de l'extraction à la vente. On sera plus productif, le travail sera plus productif. Donc il prône cette division du travail. Pour gagner en efficacité, pour avoir un travail plus productif, il faut diviser le travail, diviser les tâches à accomplir. Et enfin, Smith apporte une réponse à la question de quel est le rôle de l'État dans l'économie. Il va dire, écoutez, puisque si on laisse fonctionner le marché, si on laisse faire les gens, si on les laisse être guidés par leur intérêt individuel, puisque si on laisse les choses se faire, on aboutit à la meilleure situation possible, pourquoi s'en mêler? Pourquoi essayer d'intervenir, de venir perturber cette chose-là? À quoi ça sert? On va juste créer du désordre. On va juste perturber cette chose-là et enrayer ce si beau mécanisme. Donc Smith nous dit que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Ça marche très bien tout seul. Donc laissons faire les choses. L'État doit se conformer à un rôle qu'on appelle régalien. L'État doit être un État régalien. C'est-à-dire que l'État doit assurer la police, la justice, la défense du territoire avec une armée, et fabriquer la monnaie. Ça, c'est ce qu'on appelle les rôles régaliens de l'État. La police, la justice, l'armée, la monnaie. Le reste, l'État ne doit pas se mêler d'économie. Ça marche très bien sans lui. Sauf. Ça marche très bien sans lui, sauf dans quelques domaines. Dans quelques domaines, le mécanisme de marché est défaillant. Ça ne fonctionne pas très bien, notamment en ce qui concerne les infrastructures. En ce qui concerne les infrastructures, la construction de routes, l'éclairage public par exemple, si on laisse faire le marché, ça ne va pas bien fonctionner, on n'aboutira pas à la meilleure situation possible. Donc là, l'État doit intervenir. C'est l'État qui doit fabriquer les infrastructures. Il doit intervenir dans quoi, l'État? Dans les infrastructures. Et également, Smith, pour une question de justice sociale, nous dit que l'État doit également fournir une éducation à tout le monde.
notamment aux plus pauvres. Tout le monde doit avoir accès à l'éducation, donc là, l'État doit également proposer, offrir une éducation. Mais sinon, à part les infrastructures, à part l'éducation, l'État n'a rien à faire dans l'économie, ça marche très bien sans lui. Donc il doit être égaliste. Donc ça c'est pour Adam Smith, qui est donc le fondateur de la science économique. Et donc ces idées vont être les premières idées développées en économie politique et en sciences économiques. Maintenant qu'on a parlé d'Adam Smith, on va parler de David Ricardo. Donc le prochain classique dont on va parler, c'est David Ricardo. Alors David, qui est David? David est né en 1772 et est mort en 1823. Il est britannique, oui. La source de la valeur chez Smith. Alors, la source de la valeur économique des biens chez Smith, je vous ai dit, il y a valeur d'usage, valeur d'échange, et il fait le paradoxe de l'eau et du diamant. L'eau, ça a une faible valeur d'échange, pourtant ça a une très grande valeur d'usage, et le diamant, ça a une faible valeur d'usage, par contre une très grande valeur d'échange. Comment on explique ça? On explique ça par le fait que l'eau, pour produire de l'eau, il faut très peu de travail. Par contre, pour produire un diamant, il faut beaucoup de travail. Et donc, la source de la valeur économique des biens, c'est la quantité de travail nécessaire à leur production. C'est mieux? Donc, David Ricardo, qui est David? Donc, c'est un Britannique d'origine portugaise qui a une carrière d'agent de change. C'est quelqu'un qui est en charge de faire circuler les devises, de les échanger les unes contre les autres. Et c'est une activité qui va beaucoup l'enrichir, tellement l'enrichir qu'il va être capable à un moment donné d'acheter sa place, d'acheter un titre pour acheter sa place à la Chambre des Lords au Parlement britannique. Le Parlement britannique, c'est un parlement où vous avez deux chambres qui votent la loi. Vous avez ce qu'on appelle la Chambre des communes, une chambre dans laquelle les députés sont élus par la population. Et vous avez également la Chambre des Lords, dans laquelle les personnes qui siègent, ils siègent à vie, et ils siègent parce qu'ils possèdent certains types de noblesse ou par rapport au clergé. Donc David Ricardo, il va pouvoir s'acheter un titre pour siéger dans cette chambre haute du Parlement britannique et avoir de l'influence politique pour faire un peu passer ses idées économiques. Maintenant, quelles sont-elles ces idées? Alors, pour pas mal de choses, il est d'accord avec Smith. Notamment, il est d'accord avec le fait que, effectivement, on a bien une valeur d'échange et une valeur d'usage. Ça, ok. Par contre, il n'est pas tout à fait d'accord sur la définition de la valeur d'échange. Chez Smith, la valeur d'échange, c'est la quantité de travail qu'un bien permet d'acheter. Ricardo dit non, c'est pas ça la valeur d'échange. La valeur d'échange, c'est la quantité de travail incorporée dans le bien. Autrement dit, la quantité de travail nécessaire à la production du bien. Donc il rapproche la définition de la valeur d'échange de la source de la valeur économique chez Smith, la quantité de travail nécessaire à la production du bien. Donc la valeur d'échange chez Ricardo, c'est plus la quantité de travail qu'un bien permet d'obtenir, c'est la quantité de travail incorporée dans le bien, autrement dit qui a été nécessaire à sa production.
Également, Ricardo, il est connu pour ses travaux sur la croissance économique. Qu'est-ce qui est la source de la croissance? Comment elle évolue? Et dans son analyse, Ricardo arrive à la conclusion que la croissance économique, à un moment donné, va s'arrêter. Irrémédiablement. À un moment donné, on va être dans une situation où il n'y aura plus de croissance économique. Il n'y aura pas pour autant de la décroissance, il n'y aura pas pour autant une récession, mais simplement on va être dans ce que Ricardo appelle un état stationnaire. On aura une production par habitant qui va rester stable. C'est ça la définition de la croissance chez Ricardo. C'est quelle quantité on produit par habitant, et on a de la croissance quand cette quantité augmente. Donc Ricardo nous dit, à un moment donné, la quantité produite par habitant d'un territoire va rester stable et va arrêter d'augmenter. Pourquoi? Donc il y a une démonstration qui s'appuie sur le principe de la rente différentielle. Le principe de la rente différentielle. Comment ça fonctionne? Ricardo nous dit, quand on a une population qui augmente, donc on a une hausse de la population, on doit nourrir ces personnes. Donc pour nourrir ces personnes, il faut qu'on cultive de nouvelles terres. Donc la hausse de la population implique la mise en culture de nouvelles terres. Problème, ces nouvelles terres, elles sont moins fertiles, elles produisent moins que celles qu'on utilisait déjà. Parce qu'on n'est pas des idiots, on commence d'abord par mettre en culture les terres les plus fertiles, celles qui produisent le plus, et puis, au fur et à mesure qu'on doit en mettre de nouvelles, on doit en utiliser de nouvelles, eh bien on va aller vers des terres de moins en moins fertiles, qui produisent de moins en moins. Donc on met en culture de nouvelles terres qui sont des terres moins fertiles. Ça va avoir une influence sur le prix du blé. Le prix du blé, il va se fixer en fonction des coûts de production des terres les moins fertiles. Pourquoi? Donc le prix du blé se fixe en fonction des coûts de production des terres les moins fertiles, parce que si jamais le prix du blé n'arrivait pas à couvrir ces coûts de production, les personnes qui mettent en culture cette terre perdraient de l'argent, et donc il n'y aurait pas de blé produit. Donc il faut que le prix du blé leur permette de rentrer dans leurs frais. Donc la mise en culture de nouvelles terres, qui sont moins fertiles, entraîne une hausse du prix du blé. Donc on a ce mécanisme, hausse de la population, mise en culture de nouvelles terres, problème, les terres sont moins fertiles, puisqu'elles sont moins fertiles, on a le prix du blé qui augmente. Donc au fur et à mesure que le prix du blé augmente, ça devient de plus en plus cher de se nourrir. Le prix du blé augmentant, tous les produits utilisés pour se nourrir, le pain notamment, pas que, vont coûter de plus en plus cher. Donc ça va développer la misère, la malnutrition d'une partie de la population. Étant donné que ça devient de plus en plus cher de se nourrir, les gens vont réclamer des hausses de salaire. Pour pouvoir assurer leur survie, pour pouvoir acheter à manger, les gens vont dire mais payez-nous plus, donnez-nous plus d'argent.
salaires. Et cette hausse des salaires va venir ronger les profits des entreprises. Ces profits qui permettent aux entreprises d'investir. Investir pour augmenter leur production, pour développer de nouvelles techniques de production, pour être plus efficaces, c'est-à-dire plus efficace, produire plus avec autant, ou produire autant avec moins. Donc les entreprises, étant donné qu'elles investissent moins parce que leurs profits sont rongés par ces hausses de salaire, pour Ricardo, c'est l'investissement des entreprises qui permet la croissance. Donc puisqu'il y a de moins en moins d'investissement, au fur et à mesure, on va arriver à une situation où il n'y a plus du tout d'investissement et où il n'y a plus du tout de croissance. Et ça, c'est l'état stationnaire. La croissance par tête arrête d'augmenter. Elle ne diminue pas, mais elle arrête d'augmenter. On est à l'état stationnaire. On est dans cet état stable qui va continuer éternellement, où la production par habitant va être constante. Oui. Alors, Ricardo, effectivement, il faut que ça. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est dans le temps long. Donc, effectivement, sur le temps court, vous avez tout le monde qui va réclamer des augmentations de salaire et certains les auront et d'autres non. Mais dans le temps long, pour Ricardo, tout le monde va avoir une augmentation de salaire. Il y aura une augmentation générale. Donc, effectivement, dans le temps court, c'est pas forcément le cas, mais dans le temps long, ça va être ce qui va se passer. C'est ça, c'est l'échelle temporelle qui change. Donc, cet état stationnaire arrive à cause de ce phénomène-là, à la base, à cause de la hausse de la population, mise en culture de nouvelles terres, hausse du prix du blé, ça devient plus cher de se nourrir, hausse des salaires, baisse de l'investissement, et au final, état stationnaire. Et donc, Ricardo nous dit qu'il faut essayer de repousser le plus loin possible cet état stationnaire. Il faut essayer qu'on arrive à l'état stationnaire, mais quand on a le plus de richesse possible. Comment on y arrive? Eh bien, on y arrive grâce au commerce international. Le commerce international, Ricardo va être un grand défenseur du commerce international, tout comme l'était Smith. Smith, je ne vous en ai pas parlé, mais il était également en faveur de l'internationalisation des échanges. On reviendra dans le chapitre 2 sur quelles sont leurs explications à chacun, mais on va quand même aborder maintenant. Ils vont être en faveur de ce qu'on appelle le libre-échange. Et pourquoi, pour David Ricardo, c'est la solution pour repousser l'état stationnaire? Je vous ai dit, chez les mercantilistes, le commerce international est un jeu à somme nulle. Ce que je gagne, tu perds, ce que tu perds, je le gagne. Pour David Ricardo, ce n'est pas le cas. Pour David Ricardo, le commerce international est un jeu à somme positive. C'est-à-dire que, en échangeant, les pays vont se spécialiser. Vous allez avoir des pays qui vont se spécialiser dans la fabrication, dans la production de certains biens et services. Vous allez avoir des pays qui vont se spécialiser dans la production de meubles, d'autres dans la production de voitures, d'autres dans la production de minerais, etc. Les pays vont se spécialiser. En se spécialisant, les pays vont devenir meilleurs dans la production de leurs biens. Ils vont s'améliorer, ils vont trouver de nouvelles techniques pour produire mieux, pour utiliser moins de ressources pour produire autant, ou pour produire plus avec autant de ressources.
ils vont améliorer leur technique en se spécialisant. Chaque pays va améliorer la technique qui lui permet de produire le bien dans lequel il s'est spécialisé. Donc globalement, grâce à ce phénomène-là, à l'échelle de la planète, on va produire plus de biens et de services en échangeant et grâce à cette spécialisation que si chacun chez soi avait fabriqué lui-même tous les biens dont il a besoin. C'est pour ça que le commerce international chez Ricardo est un jeu à somme positive. C'est parce qu'au global, l'ensemble des biens produits à l'échelle de la planète va être supérieur grâce à ce phénomène de spécialisation que si chacun était resté chez lui et avait produit lui-même les biens dont il a besoin. Et donc, puisqu'on produit plus à l'échelle de la planète avec la même quantité de ressources, la quantité produite par habitant est supérieure. Donc l'État stationnaire a été repoussé plus loin, à un niveau de richesse plus élevé. Donc c'est pour ça que Ricardo va être un très grand défenseur du libre-échange, de l'internationalisation des échanges, et qu'il va le faire savoir en utilisant sa position à la Chambre des Lords. Oui. Si l'hôpital stationnaire il était encore d'actualité de nos jours, est-ce qu'on aurait atteint ou pas au niveau mondial? Alors ça c'est une question, il y a certains économistes qui cherchent, qui continuent à réfléchir autour de l'État stationnaire. La question de savoir si on l'a atteint, on a encore de la croissance au niveau mondial, le PIB mondial par habitant continue d'augmenter, donc c'est qu'on ne l'a pas atteint. Est-ce que c'est quelque chose qu'on atteindra un jour? Ça dépend des visions. Tout le monde n'est pas d'accord avec Ricardo sur le fait qu'il y aura un État stationnaire. Par exemple, vous avez des personnes qui disent aujourd'hui la production, elle se fait beaucoup par le caractère intellectuel des choses. Donc on n'a pas besoin de matière pour produire des choses comme ça abstraites, intangibles. Le cours là que je vous prodigue, c'est une production intangible, qui n'a pas forcément besoin d'autant de matériaux que si on produisait des ordinateurs, qu'on produisait des tables, etc. Donc tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'on va atterrir au bout d'un moment l'état stationnaire. Ça c'est une question qui reste ouverte. Après, comment y répondre, comment la trancher, le jour où on y sera, on le verra et ce sera plus une question qu'on se posera. D'autres questions sur Ricardo ou pas? Non? Bon, donc on a vu les deux auteurs principaux des classiques. Smith, le fondateur, Ricardo, qui est considéré comme plus important que Smith du point de vue Thomas Malthus. Alors Thomas est né en 1776, l'année de la sortie de la richesse des nations. Il est mort en 1834. Il est britannique et il est prêtre. C'est un prêtre à la base, Thomas Malthus. C'est un prêtre anglican qui est en charge d'une paroisse dans laquelle il voit beaucoup de pauvres passer. Il est en charge de la charité organisée par cette paroisse. Donc il va avoir beaucoup de pauvres, de nécessiteux, de miséreux passer tout au long de sa vie. Et ça va l'intriguer, il va être attristé par cette situation pour ces gens. Il va se dire bon, comment on résout la pauvreté. Alors, tout d'abord, il va développer un principe qu'on appelle la loi sur la population. La loi sur la population de Malthus,
qui dit que la population croît, augmente à un rythme exponentiel. Donc la population augmente de façon exponentielle ou de façon géométrique, ça ce sont des termes mathématiques. Je vous épargne la formalisation de ce que ça veut dire, etc. Donc la population augmente de façon exponentielle ou géométrique quand la nourriture augmente de façon arithmétique. Donc ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la population augmente plus vite que la quantité de nourriture produite. Ça, c'est ce que nous dit Malthus avec sa loi sur la population. La population augmente plus vite que la nourriture produite. Donc, à un moment, il va y avoir un problème. Si la population augmente plus vite que la quantité de nourriture qu'on va pouvoir donner à cette population, fatalement, on va avoir des épisodes de famine, des épisodes de misère, de malnutrition. Ça, c'est un problème. Donc on va avoir un problème, selon Malthus, de surpopulation. Il y a trop de gens par rapport à la quantité de nourriture disponible. C'est pour ça qu'on a de la famine. Et comment il va répondre à ce problème, Malthus? Quelle solution il va apporter? Il va dire faire moins d'enfants. Il faut réduire la croissance de la population. Donc pour ce faire, il va proposer certaines idées. Il va dire, bon, alors tout d'abord, on va utiliser ce qu'on appelle des contraintes morales sur les gens, donc notamment en lien avec la religion. Donc on va dire, bon, pas de relations sexuelles avant le mariage, il faut rester chaste, il faut se marier éventuellement pas trop tôt. Ça, ce sont les contraintes morales que Malthus va proposer d'imposer. Et notamment, ces contraintes morales, il veut les imposer aux plus pauvres. Oui, parce que le problème, c'est les enfants des pauvres, c'est pas les enfants des riches. Les enfants des riches, ils sont des enfants de riches, donc ils auront à manger. Les enfants des pauvres, eux, par contre, c'est les enfants de pauvres, donc ils n'auront pas à manger. C'est les pauvres, surtout, qu'il faut empêcher de se reproduire pour Malthus. Et également, donc, comment on empêche les pauvres de faire des enfants, donc notamment avec ces contraintes morales, mais également avec l'idée que il ne faut pas aider les pauvres. On ne verse pas d'allocation aux pauvres. Il ne faut pas les sortir de la pauvreté. Si on les sort de la pauvreté, ils vont se sentir bien et ils vont vouloir faire des enfants. Donc non, on n'aide pas les pauvres. On ne verse pas d'allocation, on ne fait pas ce genre de choses. Comme ça, ils n'ont pas d'enfants, ils ne se reproduiront pas. Donc voilà ce que Malthus va préconiser. Et donc il va donner son nom à toutes les politiques publiques qui vont être pensées et qui vont être mises en application dans la suite de l'histoire, qui vont prôner un contrôle de la population par des contraintes morales, par des contraintes économiques. On va appeler ça des politiques malthusiennes. On va parler également de malthusianisme. C'est pour ça qu'on le cite, c'est parce que ce sont des idées qui ont réellement été mises en place dans l'histoire et dont on peut encore entendre parler aujourd'hui. Il a donné son nom à ce genre de choses. Et enfin, le dernier classique dont on va parler, c'est un certain Jean-Baptiste Say. Alors Jean-Baptiste, il est né en 1767, il est mort en 1832 et il est français. Donc il va connaître la Révolution française de 1789, il va la vivre. Et pendant cette période, il va être écrivain et journaliste. Il va créer un journal, il va écrire. Et puis il va écrire de plus en plus sur l'économie,
ce jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'un certain Napoléon Bonaparte. Jean-Baptiste prévoit de sortir, de publier un ouvrage dans lequel il parle d'économie. À l'époque de Napoléon Bonaparte, on ne publie pas ce qu'on veut comme on veut. Et donc Napoléon va lui dire, alors pas forcément dans les termes que je vais utiliser, je paraphrase, écoute Jean-Baptiste, je t'aime bien, mais ce que tu vas écrire, ça m'arrange pas trop. J'aimerais plutôt que tu dises que l'État, c'est bien qu'il soit fort, etc. En plus, l'État, c'est un peu moi, donc ça m'arrange. Jean-Baptiste va lui répondre, bah écoute, non, c'est pas ce que je veux écrire, c'est pas ça les idées que j'ai. Non, je veux pas écrire ça. Bon, bah, je vais répondre, bah oui, mais il faudrait pas me fâcher. Donc au final, Jean-Baptiste, peut-être sagement, va décider de rien publier. Il ne va pas publier ce qu'il comptait publier à la base. Et il va ouvrir une manufacture de coton. Il va devenir entrepreneur dans le textile. Ça va très bien marcher pour lui, il va gagner beaucoup d'argent, il va développer ses entreprises. Et quand Napoléon est destitué, perd ses batailles et quitte le siège du trône en France, là il va se remettre à écrire, à publier ses pensées économiques, il va même devenir enseignant suite au départ de Napoléon. Donc voilà qui est Jean-Baptiste et comment ça s'est passé pour lui. Maintenant, ces idées, quelles sont-elles? Alors, Jean-Baptiste C. n'est pas d'accord avec Adam Smith et David Ricardo sur la source de la valeur économique. Pour lui, la source de la valeur économique, c'est pas le travail. Jean-Baptiste C. il va défendre l'idée que la valeur économique vient de l'utilité du bien. Autrement dit, que l'important, c'est la valeur d'usage et c'est pas la valeur d'échange. Ça, c'est la source de la valeur économique pour Jean-Baptiste C. C'est la valeur utilité. C'est le fait qu'un bien ait une utilité qui va fonder sa valeur. Donc là-dessus, il est en désaccord avec Adam Smith et David Ricardo. Mais c'est pas pour ça qu'il est le plus connu, Jean-Baptiste C. Il est connu pour ce qu'on appelle la loi de Say. La loi de Say, oui. La valeur économique, c'est l'utilité. C'est le fait qu'un bien ait une utilité qui fonde sa valeur économique. Donc il va développer la loi de Say, que Keynes renommera en loi des débouchés, et qui stipule c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. C'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. Ça, c'est la loi de Say, que Keynes appelle la loi des débouchés, et que Keynes va reformuler en c'est l'offre qui crée la demande. C'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette loi de Say? La logique, c'est que quand je produis un bien, par exemple, je suis boulanger, je produis du pain. Pour produire mon pain, j'ai besoin d'autres biens. J'ai besoin de farine, par exemple, j'ai besoin de vin, etc. Donc, en produisant mon pain, je vais créer une demande en farine, en eau, en levain. Je vais créer une demande pour d'autres produits. Donc
Donc je vais ouvrir des débouchés à ces produits. Également, en produisant, je vais embaucher des personnes. Ces personnes, je vais leur verser un revenu. Je vais leur verser un salaire. Ce salaire, il va être dépensé. Il va être dépensé et donc créer une demande pour d'autres produits. Donc c'est ça la logique. C'est la production qui ouvre des débouchés. En produisant, j'ai besoin d'autres produits, donc je crée des débouchés pour ces produits. Et je distribue du revenu qui va être utilisé pour créer une demande pour d'autres produits. Ça, c'est la logique de C. Donc il y a deux conséquences à cette boîte C, oui. Pour créer une demande pour d'autres produits. Donc il y a deux conséquences à cette loi de C. La première, c'est que si vous voulez stimuler l'activité économique, il ne faut pas stimuler la demande. Il faut stimuler la production. Il faut stimuler l'offre. Ça ne sert à rien de stimuler la demande. C'est l'offre qui ouvre des débouchés. Donc si vous stimulez l'offre, si vous incitez les gens à monter des entreprises, à produire des biens et des services, ça créera des débouchés pour d'autres biens. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, il ne peut exister de crise de surproduction généralisée. D'un point de vue global, vous aurez toujours une équivalence entre l'offre et la demande. Donc vous ne pouvez pas avoir de surproduction généralisée. Vous ne pouvez pas avoir, d'un point de vue global, une offre supérieure à la demande. Ça peut exister au niveau local, que dans certains secteurs, vous ayez une surproduction. Mais au niveau général, vous ne pouvez pas avoir de surproduction généralisée. Vous avez toujours une équivalence entre l'offre et la demande. Donc voilà les deux conséquences de cette boîte C. Également, Jean-Baptiste Say, il va réfléchir à la question de la monnaie. Il va se demander c'est quoi la monnaie? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est un bien, c'est un service? Et donc il va se faire la réflexion suivante. La monnaie, c'est quelque chose qui me sert à obtenir des biens et des services. Je m'en fiche d'avoir un bout de papier où c'est marqué 10 € avec la signature de Christine Lagarde. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne. Je m'en fiche de ça. C'est pas ça qui comble mes besoins. C'est pas ça qui m'apporte une satisfaction. Ce qui m'apporte, c'est d'avoir des biens et des services. Donc la monnaie, je m'en fiche. Je m'en fiche d'avoir de l'argent. Ce que je veux, c'est des biens et des services. Donc la monnaie n'a aucune utilité, n'a aucune valeur, puisqu'elle n'a pas d'utilité. Autrement dit, ce que c'est dit, c'est qu'on pourrait tout aussi bien se passer de la monnaie, puisque ça ne procure aucune utilité. On s'en sert parce que c'est pratique. Ça permet de fluidifier les échanges. Si on imagine un monde où il n'y a pas de monnaie, je vais aller en course, je vais arriver à la caisse, je vais dire, moi écoutez, en échange du panier, je veux bien vous donner 2 heures de cours d'économie. Je suis pas sûr qu'on accepte. Donc la monnaie c'est pratique. Mais c'est juste ça. C'est de l'huile dans les rouages. C'est dit que la monnaie est neutre. Étant donné qu'elle n'a pas d'utilité, qu'elle n'a pas de valeur, la monnaie est neutre, elle n'a pas d'effet sur les phénomènes réels. La monnaie n'a pas d'effet sur les phénomènes réels. C'est ce qu'on appelle la dichotomie classique. La dichotomie
dichotomie classique. C'est le fait que les phénomènes monétaires, comme par exemple la hausse de la quantité de monnaie disponible, et les phénomènes réels n'ont rien à voir. N'ont aucun impact l'un sur l'autre. La hausse de la production, ça ne peut pas provenir de la hausse de la quantité de monnaie disponible. Un phénomène ne peut pas être à la fois un phénomène monétaire et à la fois un phénomène économique. C'est deux choses différentes. Un phénomène réel, pardon. Ce sont deux choses différentes, deux mondes différents. Et ça, c'est la dichotomie classique. Bon, on reviendra rapidement dessus la semaine prochaine. Une ultime question avant qu'on se quitte ou pas? Ça a été